Donc je profiterai de la description du globe oculaire et de la rétine pour bien vous faire comprendre que le premier neurone de la voie de la vision, N1, est situé dans la rétine. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ce qui va sortir du globe oculaire, N2, c'est le nerf optique. Et c'est déjà le deuxième neurone. Ça veut dire que le nerf optique, c'est déjà du système nerveux central. Il va d'ailleurs en partager la pathologie. On va parler par exemple de gliome du nerf optique. On n'a jamais parlé de gliome du nerf médian ou du nerf sciatique, ça n'existe pas. C'est pas possible. Parce que là, le nerf optique, c'est déjà du système nerveux central. Le premier neurone, il est dans l'œil, il n'en sort pas, il est dans la rétine. C'est comme au niveau de la gustation, de l'olfaction. Le premier neurone, il est au niveau de la muqueuse olfactive, et le nerf olfactif tel qu'on le connaît reçoit ce premier neurone sur la lame criblée. Mais c'est le deuxième neurone. Donc du coup, c'est aussi du système nerveux central. Nerf optique et nerf olfactif dérivent du système nerveux central. Alors très vite fait, parce que ça normalement vous devriez connaître, je rappelle que au niveau de l'œil, on a les trois enveloppes. Une enveloppe très superficielle, la sclérotique, qui est une enveloppe conductive, résistante, sur laquelle s'insèrent les muscles oculomoteurs. Donc on voit ici quelques muscles oculomoteurs qui viennent s'insérer dessus. Deuxièmement, une enveloppe plus vasculaire qui est la choroïde. Donc c'est dans la partie médiane, moyenne, la choroïde. Je rappelle que en avant, cette choroïde va se modifier dans la région ciliaire, avec le corps ciliaire qu'on va trouver en avant ici, les muscles ciliaires d'ailleurs qui sont dedans, et vous aurez l'iris aussi en avant que je vais redécrire dans quelques secondes. Donc la choroïde est la tunique vasculaire de l'œil, avec donc ces deux parties antérieures et postérieures qui sont différentes. Enfin, le troisième volet, c'est le volet le plus profond, c'est la rétine, et c'est le feuillet nerveux qui contient le premier neurone de la voie de la vision. Alors, sur des rappels, donc je vais quand même aller assez vite. Bon, évidemment, l'iris et la pupille, vous connaissez tous, on va passer. Et je rappelle que le cristallin est très important dans la mesure où d'abord c'est une lentille biconvexe, tout ça vous devez connaître vraiment par cœur, qui est suspendu ici au muscle ciliaire, on le voit très bien ici, et dont la courbure peut se modifier par la contraction de ces muscles. La courbure va se modifier pour accomplir l'accommodation, c'est-à-dire la possibilité de reconverger en fait sur le plan de la rétine en vision de près, c'est l'accommodation. On modifie la distance focale en changeant la courbure même du cristallin, mais tout ça vous le connaissez sûrement par cœur, il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs régions dans l'œil, et on va les définir. Alors d'abord, on va dire, le cristallin, c'est un peu la limite. Parce qu'en arrière du cristallin, toute la grande région qui est en arrière, c'est la région du corps vitré, donc, bien sûr qui est transparent, parce que sinon la lumière ne pourrait pas atteindre la rétine, donc région du corps vitré. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en avant du cristallin. En avant du cristallin, je rappelle qu'il y a deux chambres. La chambre antérieure, qui est ici en avant de l'iris, la chambre antérieure, et qui contient bien sûr de l'humeur aqueuse, et enfin la chambre postérieure, qui est en arrière de l'iris et en avant du cristallin, qui contient aussi donc ça c'est la chambre postérieure, qui contient aussi de l'humeur aqueuse. Et l'angle entre l'iris et la cornée, l'angle irido-cornéen est très important,
puisque là on a le canal, vous l'avez vu, hein, tout ça je crois, le canal de Schlemm, qui va produire l'humeur aqueuse, et si l'angle est trop fermé, il y a en fait, bon, d'une part il y a la production de l'humeur aqueuse, mais il y a surtout la résorption de l'humeur aqueuse, et si l'angle est trop fermé, la résorption se fait mal, et on a un glaucome, une augmentation de la tension oculaire. Donc, voilà très globalement, hein, en avant du cristallin de l'humeur aqueuse dans les deux chambres, en arrière du cristallin le corps vitré, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est de voir l'axe optique qui va tomber sur une région qu'on appelle la macula lutea, et dont le centre de la macula est la fovea elle-même, la fovea centralis, hein, et toute cette zone de l'axe même optique, c'est la zone qui contient toutes les cellules de la vision précise, c'est-à-dire les cônes, hein, essentiellement, avec vision des couleurs, vision précise au niveau de la macula. Alors d'ailleurs, ces deux régions, on va mieux les voir, je crois, après. Ah ben non. Alors attendez, voilà. Donc, dans l'axe optique, la macula, et au centre de la macula, la fovea centralis. Et plus en dedans, on a ici la convergence de tous les axones qui viennent de la rétine. Et cette convergence ici est à l'origine du nerf optique. C'est la papille optique. Papille optique, c'est vraiment convergence de tous les axones, mais du deuxième neurone de la voix, on va le voir, les cellules ganglionnaires. Et donc, c'est une zone aveugle à ce niveau-là. L'origine, la papille, est une zone aveugle. On verra dans le champ visuel, hein, il y a une petite tache qui est liée à cette sortie de tous les axones. Voici sur le fond d'œil, mais tout ça aussi vous connaissez bien, hein, d'un côté la macula lutea, hein, et puis plus à son centre, plus au centre, la fovea, alors que plus en dedans, on a la papille optique avec l'origine du nerf optique, donc c'est la convergence de tous les axones qui sortent là pour former le nerf, et puis en même temps, vous savez qu'avec le nerf optique, l'artère ophtalmique a donné une petite branche, hein, dans le canal optique. Il y a le nerf optique, l'artère ophtalmique et sa branche artère centrale de la rétine que vous voyez ici très bien. L'artère centrale de la rétine, c'est le fond d'œil que vous voyez avec votre ophtalmoscope. Et vous voyez s'épanouir ici toutes les branches de l'artère centrale de la rétine, avec le bord extrêmement net de la papille. Par contre, quand il y a un œdème cérébral, ça se répercute, parce que ça c'est du système nerveux central, le nerf optique, et ça se répercute sur votre papille, elle devient œdémateuse, floue, etc. Et vous avez un œdème de la papille. C'est pour ça que le fond d'œil est fondamental en cas de suspicion d'hypertension intracrânienne. Une rétine, c'est, là je fais un dessin extrêmement simplifié pour faire passer juste un message. Quels sont les différents types de neurones rencontrés dans la rétine? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que là, on est vers la choroïde, et ensuite on est au niveau de la rétine. Et donc les rayons lumineux vont passer comme ça. Hein, ça c'est l'œil comme ça. Je prends un petit bout de la rétine ici, avec les rayons lumineux qui arrivent au niveau de l'œil, comme ça. Hein, voilà. Et quelles sont les cellules qui composent cette rétine? À la surface, vers la choroïde, les deux types de récepteurs. Comme vous les voyez ici, de nombreux bâtonnets, en anglais c'est ROD, hein, et les cônes, ici, que vous retrouvez, qui sont beaucoup moins nombreux, les cônes à ce niveau-là. Donc, deux types de récepteurs, mais vous voyez que là, les récepteurs ne sont pas les premiers neurones, ce sont des récepteurs point final. D'accord? Les cônes et les bâtonnets. Ensuite, vous avez le premier neurone. Le premier neurone, ici, ce sont des cellules qu'on va appeler bipolaires. Les cellules bipolaires, parce qu'elles ont deux prolongements, un prolongement axonal, un prolongement dendritique, avec un prolongement qui fait qui contacte les récepteurs, ici, hein, et un prolongement qui fait synapse avec le deuxième neurone de la voix, c'est-à-dire la cellule ganglionnaire.
cellules ganglionnaires. On les voit ici à la surface de la rétine, donc plus proche du corps vitré en quelque sorte. Hein. Donc, on voit donc le corps cellulaire ici des cellules ganglionnaires et surtout les axones qui partent comme ça pour tous aller converger vers la papille qui est l'origine du nerf optique, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors évidemment, ce schéma est hyper simplifié et totalement faux dans la mesure où il y a beaucoup d'interneurones qui viennent associer ces cellules entre elles et qui ont un rôle important dans l'organisation des champs récepteurs. Vous avez peut-être vu les champs acentréone, périphérie-off et vice-versa, bon, les choses comme ça. Ah, c'est hors de question qu'on en parle ici. C'est juste pour vous dire quels sont les types de cellules présents dans la rétine. Et retenir que le premier neurone reste dans la rétine. C'est le deuxième neurone, la cellule ganglionnaire, qui sort de la rétine pour former le nerf optique. Et il y aura plusieurs types de cellules ganglionnaires. Et déjà ici, il faut savoir qu'on va retrouver des cellules ganglionnaires dont la réponse est rapide, mais avec des champs très larges, peu précis, des champs récepteurs larges, peu précis. Et vous avez des cellules ganglionnaires, au contraire, dont la réponse est beaucoup plus lente, mais avec des champs récepteurs beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Ça, c'est très important, car dès le niveau de la rétine, il y a déjà une ségrégation des cellules qui auront chacune des fonctions particulières et vont être à l'origine de canaux sensoriels qui véhiculent des informations différentes. Informations rapides, vous imaginez dès maintenant que ces informations concerneront le mouvement. Informations lentes, mais précises, champs récepteurs plus fins, ça va concerner essentiellement l'analyse de l'image, la description de l'image. Et là, dès la rétine, cette organisation est déjà mise en place, et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va remonter dans les voies, cette discrimination dans la fonction analyse du mouvement, analyse de la scène, eh bien, va se poursuivre et s'affiner, de manière à avoir une très bonne perception. Alors, au niveau des récepteurs, on a deux types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont les plus nombreux. Vous voyez ici, j'ai mis environ 130 millions de bâtonnets. Il y en a partout. Malheureusement, ces bâtonnets utilisent uniquement la rhodopsine comme pigment qui, lorsque la lumière lui tombe dessus, se modifie et qui va entraîner une cascade d'événements aboutissant en fait à un stimulus visuel. Eh bien, je vous rappellerai d'ailleurs que là, quand un bâtonnet est excité, il est hyper polarisé. D'habitude, vous voyez, c'est pas un neurone, c'est un récepteur, et c'est une hyperpolarisation. C'est étonnant. D'habitude, c'est vrai, ce sont des dépolarisations, les potentiels d'action. Là, non, c'est l'hyperpolarisation qui est le stimulus. Bon, vous voyez qu'en fait, pourquoi il y a 130 millions? Parce qu'en fait, ces 130 millions convergent par groupe, convergent vers la même cellule bipolaire. C'est très intéressant cette convergence, parce que quand tout ce lot ici de cellules, de bâtonnets convergent vers cette cellule bipolaire, il y a une véritable amplification. Et donc une lumière très faible va pouvoir exciter les bâtonnets. C'est pour ça que les bâtonnets sont sensibles aux faibles lumières. Par contre, ils n'ont qu'un seul pigment. Il n'y a pas de pigment au rouge, au vert et au bleu. Donc, ils ne sont pas sensibles à la couleur. C'est une vision monochrome. Une vision à faible seuil, très sensible, mais monochrome. Alors, c'est vraiment la vision crépusculaire, vous voyez. Le soir, on voit que les couleurs, elles ont tendance à disparaître. Et voilà. Alors, si on regarde maintenant les cônes. Oui, parce que où ils sont les bâtonnets? Ils sont partout. Ils sont ubiquitaires dans la rétine. Toute la rétine périphérique, c'est les bâtonnets. Et on le retrouve aussi un peu dans la macula. Mais dans la macula, ce qui est important, c'est la présence exclusive dans la macula des cônes. Des cônes. Alors là, il y en a beaucoup moins, puisque c'est uniquement dans la macula. Et on en a 6 à 7 millions au lieu des 130 millions de bâtonnets. Mais il y a 3 types de cônes, parce que ça dépend du pigment qui est situé dans chaque cône.
Vous savez tous que, évidemment, nous agissons dans un monde qui dépend de notre constitution, et que si les ingénieurs ont développé des télévisions avec les composantes rouge, vert, bleu, qui est à l'origine des trois composantes dans la télé, hein, c'est que on est sensible au rouge, vert, bleu. Et c'est pour ça que rouge, vert, bleu, c'est les trois couleurs fondamentales qui permettent de générer toutes les couleurs. Eh bien, on a des pigments sensibles au bleu. Donc, ce sont les cônes, du coup, qui seront sensibles au bleu, les cônes S. Donc, on voit ici que d'ailleurs, c'est un bleu assez foncé dans le spectre. On aura des cônes sensibles au vert. Donc, voilà, ici, des cônes sensibles au vert, sensibles donc au bleu. Et puis, des cônes soi-disant sensibles au rouge. En réalité, on s'aperçoit que le pigment permet surtout d'être sensible au jaune, et que c'est le cerveau qui fait le travail complémentaire pour la perception de toute la gamme rouge. Bon, peu importe. Bleu, vert, rouge, voilà les trois couleurs fondamentales. Et donc toute l'optique et toute le mélange des couleurs que les graphistes connaissent bien est lié à notre système de perception, notre système perceptif. Au total, la macula, qui était dans l'axe de l'œil, dans l'axe optique, c'est elle qui va vous permettre la vision de jour, la vision précise. Pourquoi précise? Parce qu'il n'y a pas de convergence des cônes sur les cellules bipolaires, pas de convergence, comme tout à l'heure. Et donc on a un cône, une cellule bipolaire, grosso modo, pas de convergence. Donc ici, les champs récepteurs sont beaucoup plus fins, et en plus une vision des couleurs. Mais comme il n'y a pas de convergence, il n'y a pas 15-30 cônes bipolaires, eh bien, du coup, le système est peu sensible. Il lui faut beaucoup de lumière. Et la perception des couleurs baisse lorsque la lumière ambiante baisse. D'accord? Et ça, on en a tous l'expérience, lorsqu'on arrive entre chien et loup, comme vous le savez. Voilà. Voilà les grandes idées clés que je voulais vous rappeler. Maintenant, à partir de ces neurones, les voies visuelles se constituent. Alors regardons tout de suite. Ça c'est très important parce que on est dans la sémiologie des voies visuelles, dans les pathologies, les gliomes du nerf optique, les adénomes de l'hypophyse, vous allez voir, qui vont toucher toutes les voies visuelles et entraîner une sémiologie particulière que vous allez voir en sémioneuro. Donc, sur votre face inférieure de cerveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les voies optiques, c'est un système macroscopique visible sans aller disséquer. C'est le nerf optique, le chiasma de la bandelette. Et puis tout d'un coup, on rentre dans le cerveau, et là, on est à l'intérieur du cerveau, il y en a les radiations optiques qui sont dans la substance blanche. Donc on va d'abord voir la partie macroscopique, c'est-à-dire le nerf optique, qui est issu du canal optique accompagné de son artère ophtalmique, vous connaissez tous, et vous savez que les deux nerfs optiques se réunissent, comme on le voit bien là-bas, et pour former cette formation en X, le chiasma optique, et ce chiasma est à l'origine des deux bandelettes BO, ou tractus optique, bandelette optique. Alors, voilà ici, je fais un rappel, le canal optique, donc entre les deux racines de la petite aile, vous vous rappelez, du sphénoïde, et puis une belle vue antérieure, on voit comment les bandelettes ou tractus optiques passent autour du mésencéphale, vont cravater complètement le mésencéphale pour passer vers l'arrière. On dit circumpédonculaire, autour du mésencéphale, on le voit très bien. Regardez de profil, je crois qu'on le voit bien ici, ça c'est très très net, le pont, le bulbe, moelle allongée, le cervelet, et puis le mésencéphale, et là, le nerf optique, la bandelette optique, qui est en train de faire tout le tour du mésencéphale pour aller en arrière dans le noyau qui est sous le thalamus, le métathalamus, c'est-à-dire le corps genouillé latéral, qui sera bien sûr le noyau relais, le relais thalamique. Cette magnifique dissection que vous voyez à droite, bon ça c'est pas moi qui l'ai faite, vous trouvez sur internet, eh bien,
vous montre par un procédé par le froid hein, qu'on arrive à faire ça. Parce que les voies optiques, au début, c'est facile à voir, le nerf optique, le chiasma, la bandelette, ou tractus. Mais après le relais dans le thalamus, ici, après le relais thalamique, ici, eh bien, on est à l'intérieur de la substance blanche, et ce sont ces grands faisceaux qui partent comme ça, et qui vont vers la face interne du lobe occipital, c'est-à-dire les radiations optiques. Tout à l'heure, on a vu les radiations auditives, là, on voit les radiations optiques. Ce sont évidemment les troisièmes neurones de la voix, hein, c'est le neurone thalamo-cortical, celui qui va du corps genouillé latéral, vers le cortex occipital, la scissure calcarine, on va y revenir, hein, évidemment, scissure calcarine. Bon, voilà donc ces belles radiations qui traversent donc le lobe pariétal, temporal et occipital, on va revenir là-dessus hein, après, pour se terminer dans la scissure calcarine. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu, je vais le refaire bien sur un schéma après. Voilà. Et donc, le fameux corps genouillé qu'on a vu qui est le relais de ce tractus optique, eh bien, ce corps genouillé latéral, CGL, corps genouillé latéral, et c'est un noyau du thalamus qu'on appelle le métathalamus. Métathalamus, où on a les deux corps genouillés, le corps genouillé latéral et le corps genouillé médial qu'on a vu l'heure précédente. Vous voyez que quand je coupe un corps genouillé, d'abord je suis tout près de l'hippocampe. Là on voit l'hippocampe ici, hein, et le ventricule. Ça, c'est le ventricule latéral qui est là. Vous voyez la proximité incroyable de l'hippocampe. Et quand on va faire je l'ai déjà dit, quand on enlève l'hippocampe pour les traitements de l'épilepsie, on risque d'amputer le corps genouillé si on va trop loin. Et du coup, on va coller une hémianopsie latérale homonyme, j'en avais déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce corps genouillé, ce noyau thalamique, qui est ici, que vous voyez sous le thalamus, eh bien, il est formé de plusieurs couches, comme un petit cortex un peu. D'ailleurs, quand le cortex n'est pas développé chez l'animal, c'est le tronc cérébral qui prend en charge toutes les... Hein, et donc, c'est ici que se traite, dans le corps genouillé, le tronc cérébral et diencéphale, hein, que se traitent les informations. Donc, ici, et le corps genouillé avec ses différentes couches, et qui vont faire relais, et ce corps genouillé est à l'origine des radiations, donc, optiques, que je vais vous redécrire dans un instant. Voilà. Voilà un peu les choses. Regardez le thalamus en coupe coronale, regardez le corps genouillé médial et latéral, l'hippocampe qui est ici, et donc le relais se fait à partir de ce corps genouillé latéral. Voilà. Je vais un tout petit peu vite parce qu'il y a des choses où on va aller plus lentement parce qu'elles sont plus importantes à bien retenir. Alors, donc ce schéma, il résume quand même pas mal les choses. Vu de profil et en transparence, on a le premier neurone à l'intérieur de la rétine. Le deuxième neurone, c'est le nerf optique. Vous voyez qu'il y a le chiasma, CH. Bon, bah là, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le chiasma dans un instant. Hein, et les fibres vont se poursuivre pour former la bandelette optique. Voilà. Donc ça, c'est le même neurone qui arrive ici. Voilà, c'est le deuxième neurone. Donc ça, c'est N2, alors que N1 était à l'intérieur. Hein, et là, c'est le deuxième neurone qui va se faire relais dans le corps genouillé latéral. Et ça, c'est N3, troisième neurone, qui s'arrête qui se projette sur la scissure calcarine. Voilà, ça c'est tout à fait essentiel. Tout à fait essentiel. Le deuxième neurone va de la rétine au corps genouillé latéral. Tout à fait essentiel. Il n'y a pas de relais dans le chiasma, hein, faut pas en mettre. D'accord ? Donc l'axone traverse le chiasma, il croise pas, on va voir, hein, pour se terminer dans le corps genouillé, dans un noyau thalamique. Bon, comme d'habitude, hein. Et puis en plus, c'est super organisé, il y a une visiotopie, une rétinotopie, on va voir tout à l'heure cette rétinotopie. Bon. Et puis le troisième neurone, comme d'habitude, c'est le neurone thalamo-cortical, donc il part bien du corps genouillé, et il va au cortex, la scissure calcarine, hein, à la face interne du lobe occipital. Face interne du lobe occipital, tiens, vascularisation, on l'a vu. Artère cérébrale postérieure.
c'est le territoire de l'artère cérébrale postérieure ici. Donc il est évident que lorsque vous aurez une ischémie dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure, vous aurez la disparition d'un hémichamp visuel, l'hémianopsie latérale. Je vais y revenir tout à l'heure, sur l'hémianopsie. Ne vous inquiétez pas. Bon. Quand vous regardez votre troisième neurone, la radiation optique, RO, vous apercevez que leur trajet est bizarre. Soit vous avez un trajet vers le haut, soit vous avez un trajet vers le bas. Et ça, c'est extrêmement important. Vous aurez la radiation optique supérieure. La radiation optique supérieure va emprunter, va passer par le lobe pariétal. Alors, radiation optique supérieure, elle passe par le lobe pariétal, puis le lobe occipital, bien sûr, c'est la scissure calcarine. Ça signifie que lorsque vous avez une lésion pariétale, vous pourrez éventuellement léser la voie optique radiation supérieure. Et vous verrez les conséquences. Quadranopsie latérale homonyme. Si maintenant, regardez en bas, vous avez la radiation optique inférieure. La radiation optique inférieure, elle passe par le lobe temporal, elle emprunte le lobe temporal avant d'arriver au lobe occipital, bien sûr. C'est pour cela que lorsqu'on a des lésions du lobe temporal, on peut avoir des phénomènes visuels à type de quadranopsie, c'est un cadran qui disparaît, latéral homonyme, on verra pourquoi tout à l'heure. Voilà, ça c'est les fondamentaux qui vont vous donner les bases pour comprendre la sémiologie des voies optiques. Alors, pour aller encore plus loin dans cette sémiologie, il faut savoir qu'est-ce qui croise et où ça croise. Alors bon, déjà, bon, ça c'est l'imagerie. Ça c'est pas de l'IRM, c'est du scanner là, puisque on le voit très bien ici. Vous voyez le globe oculaire, le cristallin. Au scanner, on voit plein de choses. Les muscles oculomoteurs qui ont été colorés là, les muscles. On voit le nerf optique. Et malheureusement, le cerveau en scanner, on le voit pas bien, bien sûr. C'est en IRM qu'on aura la meilleure image. Bon. Alors, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Quelle est la systématisation des voies optiques qui va vous permettre de comprendre les syndromes chiasmatiques, les hémianopsies, les quadranopsies. Alors, on va s'attacher à bien le comprendre. Il y a quelques axiomes qu'il faut retenir pour analyser tout ça. Là, je prendrai le temps qu'il faut, mais c'est important pour bien comprendre. Regardez. Premièrement, nous allons définir la notion de champ visuel. Champ visuel, c'est l'espace perçu, bien sûr, et ce champ visuel est symbolisé ici par ces ronds qu'on voit là. C'est vraiment le champ visuel, CV. Dans le champ visuel, on va... Alors, au niveau... Ah zut, j'ai petite flèche. Voilà. Dans le champ visuel, on va séparer le champ visuel en dedans qui est nasal, c'est l'hémichamp visuel nasal, et l'hémichamp visuel temporal. Donc là, il y a le nez, et puis on a le champ visuel, l'hémichamp visuel nasal, l'hémichamp visuel temporal. Ça, c'est l'espace qui est devant vous, que on va séparer en deux parties. En fait, dans ces hémichamps, on pourra même séparer des cadrans. Donc le cadran visuel temporal supérieur et le cadran visuel temporal inférieur. Normal. Cadran visuel temporal, donc supérieur et inférieur. Bon, évidemment, ici, c'est un cadran visuel nasal supérieur et un cadran visuel nasal inférieur. D'accord? Donc, pour chaque œil, on a deux hémichamps. L'hémichamp du côté du nez, hémichamp nasal, et l'hémichamp du côté de l'oreille, il est temporal. Et chaque hémichamp en hauteur, séparé en cadran supérieur, cadran inférieur. Cadran nasal supérieur, cadran nasal inférieur. Ça va? C'est clair. Le problème, c'est que cet espace visuel réel que vous avez devant vous est complètement inversé au bas, droite, gauche, par le cristallin. Donc, je vais arrêter maintenant de parler de champ visuel, sinon ça va être trop compliqué, et je vais vous parler de champ rétinien.
Alors les champs rétiniens, c'est là, la rétine, hein, on peut la séparer de la même façon en rétine. Alors, je vais donc effacer, et je vais déclarer, du coup, le champ rétinien, le champ rétinien temporal, mais rétinien cette fois-ci, c'est la rétine temporale, et le champ rétinien nasal. Bon, etc., etc. Hein, toujours la même chose. Donc, si vous voulez, dans le dessin que j'ai fait, je vais vous montrer, par exemple, où se projette, si ça c'était le champ visuel, là-haut, ça c'est le champ visuel, voilà, eh bien, séparé en deux émis-champs, et si la coupe de l'œil, ici, est une coupe supérieure, hein, parce que là, ça c'est une coupe axiale, hein, donc une coupe axiale, elle est ou supérieure ou inférieure, il faut bien choisir. Là j'ai pris une coupe supérieure, je m'aperçois que le cadran visuel, ici, nasal, du fait du cristallin, normalement ce cadran il est en haut et en dedans, et bien là il va se retrouver, ah oui, alors attendez, non, la flèche là c'est pas bon, hein, évidemment. Voilà, excusez-moi. La coupe de l'œil ici, c'est une coupe inférieure, évidemment. Voilà, une coupe inférieure. L'œil ici. Hein. Donc quand je prends le cadran supérieur et interne, hein, nasal et supérieur, visuel, ça va tomber ici sur la rétine externe, la partie externe, temporale. Hein. Donc c'est le cadran rétinien temporal inférieur. Alors qu'à l'origine, l'image était dans le cadran visuel nasal au lieu de temporal et supérieur. Tout est inversé. Quand je pars du champ visuel nasal, j'arrive sur la rétine temporale, c'est-à-dire droite-gauche. J'inverse. Et quand je suis du cadran supérieur, j'arrive sur un cadran inférieur, haut-bas. Double inversion. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi il faut bien le comprendre? Parce que maintenant, je vais simplement regarder mes fibres qui partent de la rétine nasale et de la rétine temporale, et je vois si elles croisent pas, qu'est-ce qu'elles font. D'accord? Systématisation des fibres parties, des axones, qui partent de la rétine nasale ou de la rétine temporale. Allons-y. La règle essentielle, c'est que les fibres, c'est marqué là, hein, je ne vais pas m'embêter, hein, que les fibres nasales croisent. Voilà, ça c'est la règle. Les fibres nasales croisent. Les fibres de la rétine nasale croisent. Vous avez bien compris que la rétine nasale, les deux rétines nasales, qu'est-ce qu'elles apportent comme info? Les champs temporaux, bitemporaux, droite-gauche. Chaque rétine nasale reçoit un émis-champ visuel temporal. D'accord? Les fibres de la rétine nasale, droite et gauche, regardez, rétine nasale, alors je vais tout effacer là, donc de la rétine nasale, là, voilà, seules ces fibres croisent la ligne médiane dans le chiasma. Or, qu'est-ce qu'elles reçoivent comme information? On a dit, elles reçoivent des informations visuelles temporales, VT, visuel temporal, puisque les champs visuels temporaux se projettent sur les rétines nasales. Hein, c'est droite-gauche, c'est inversé. Temporal se projette sur nasal. Bon, voilà. Donc déjà, vous savez maintenant que lorsque j'aurai un syndrome chiasmatique, eh bien, si c'est toute la partie centrale du chiasma qui est lésée, eh bien, je vais avoir une hémianopsie, parce que c'est la moitié du champ visuel qui disparaît, bitemporale. Tous les champs visuels temporaux disparaissent. Hein, puisque la rétine seule, les fibres de la rétine nasale croisent dans le chiasma. Deuxième règle. Les fibres issues de la rétine, donc de la rétine temporale, en bleu ici, eh bien, ces fibres issues de la rétine temporale ne croisent pas. Voilà, dans le chiasma. Bon, évidemment. Donc, rétine nasale, elle croise, rétine temporale ne croise pas. Facile. Au total, si vous faites le bilan de ce qu'on retrouve dans une bandelette optique, ici, dans une bandelette optique, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais un petit peu améliorer, voilà. Je m'aperçois que j'ai que des fibres bleues, c'est-à-dire que du même côté, j'ai les fibres temporales du même côté,
bien sûr, qui sont dans cette bandelette optique, plus les fibres nasales qui viennent de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc, c'est bleu et bleu. Alors, regardez, le bleu, il est là, et le bleu, il est là. Voilà. Et vous voyez que dans une bandelette optique, ce qui va arriver au cerveau après, hein, c'est toujours homonyme. C'est toutes les informations qui viennent toujours soit du côté gauche, hein, soit du côté droit. Alors évidemment, pour un œil, c'est du nasal, et pour l'autre, c'est du temporal. Hein, mais c'est homonyme. C'est toujours homonyme, c'est soit vers la gauche, soit vers la droite. Hein, avec le nasal pour l'un et le temporal pour l'autre. D'accord? C'est ça qui va arriver au cerveau. Donc ici, c'est ce qu'on voit très bien. Dans la bandelette optique, on a vraiment le contenu d'émis-champs latéraux, latéralisés, hein, latéraux, homonymes. Donc, par exemple, sur cette bandelette, hein, j'ai les informations de l'émis-champ visuel nasal du côté droit, et, droit, attendez, j'ai enlevé, et du émis-champ visuel temporal pour l'autre œil. Hein, parce que là, oui, c'est l'œil droit et l'œil gauche, c'est ça. Ok, hein, donc, nasal pour l'œil homolatéral, temporal pour l'œil contro. Voilà. Donc, c'est toujours latéralisé, soit vers la droite, soit vers la gauche, mais c'est toujours latéralisé. Donc, dans le cas de lésion, hein, en arrière du chiasma, toute lésion en arrière du chiasma, enfin toute si elle est complète, va supprimer complètement les informations latérales homonymes, celles qui viennent soit de la droite, soit de la gauche. Et c'est tout. Et c'est la moitié du champ visuel qui disparaît. Ce sont donc des émis anopsie latérales, c'est latéralisé, gauche ou droite, homonymes. C'est toujours soit vers la droite, soit vers la gauche. Émis anopsie latérale homonyme. Voilà. Vous reverrez tranquillement chez vous, hein, l'explication. Hein, c'est assez facile, une fois qu'on a bien pigé, c'est pas si compliqué. Ça, c'était le deuxième neurone qui croise s'il est nasal, qui ne croise pas s'il est temporal. Que deviennent-ils? Ces deuxièmes neurones, ici, ont fait relais avec les radiations. Mais j'ai dit qu'il y a des radiations, une partie qui monte vers le lobe pariétal et une autre partie qui descend vers le lobe temporal, supérieur, inférieur. Imaginez que j'ai une lésion, maintenant, d'une radiation optique, par exemple, supérieure. Lésion de la radiation optique supérieure. Alors, pour comprendre ces quadranopsies, hein, il faut savoir que le dernier axiome à retenir, tout le long des voies de la vision, les fibres inférieures restent inférieures. Cadran inférieur de la rétine passe dans la radiation inférieure. Cadran supérieur de la rétine passe dans la radiation supérieure. Ce qui est supérieur reste supérieur, ce qui est inférieur reste inférieur. C'est facile, hein, il n'y a pas de complications là-dessus. Bon, imaginons donc que c'est la radiation optique supérieure qui est lésée. RO supérieur. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? RO supérieur, ici, ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche, et donc, imaginons du côté droit. Voilà. RO supérieur. Elle reçoit quoi, la radiation optique supérieure? Elle reçoit, à droite, la rétine temporale, puisque du même côté c'est la temporale, hein, qui se projette, la rétine temporale supérieure, parce que c'est la radiation supérieure, rétine temporale, alors je vais faire là un petit dessin de la rétine temporale et supérieure, à droite. Et puis, de l'autre côté, les informations qui passent par donc cette radiation optique supérieure, elles viennent de la rétine nasale, donc ça au niveau de la rétine. La rétine nasale, donc comme c'est la radiation supérieure, hein, la lésion, donc c'est la rétine nasale supérieure, ben voilà, c'est un cadran. Voilà. Donc c'est logique, dans ma rétine, hein, c'est du côté droit toujours, hein, homonyme et supérieur. Voilà. Comme la lésion
de la radiation. C'est une radiation qui est droite et supérieure. Donc, c'est mes cadrans droits et supérieurs. Mais, comme il y a le cristallin qui inverse l'image, tout ce qui arrive sur les cadrans de la rétine supérieure droite, ça vient en fait du champ visuel gauche inférieur. Donc, en fait, on va avoir en réel, sur le plan du champ visuel, ça et ça, c'est-à-dire une hémianopsie latérale homonyme gauche. Non, je suis bête, c'est un cadran. Donc c'est un cadran, une quadranopsie latérale homonyme, excusez-moi, quadranopsie latérale homonyme inférieure, pour une atteinte de la radiation supérieure, vous voyez, inférieure, gauche. Voilà. Alors, en un mot, c'est exactement comme la lésion, mais à l'envers. Quand la lésion est à gauche, c'est à droite. Quand c'est la radiation supérieure, c'est en haut, c'est en bas. Enfin, vous voyez, c'est tout inversé. Le haut et le bas, et la droite et la gauche. C'est tout. Hein? Donc, c'est assez facile à retrouver. Ça va, essayez de vous refaire des petits problèmes comme ça, hein, de retrouver. Vous faites une atteinte de la radiation optique inférieure. Vous voyez que c'est les cadrans rétiniens inférieurs du même côté. Et donc, c'est les supérieurs de l'autre côté, et puis point final. Voilà. C'est vraiment les bases, les corrélations anatomocliniques. Bon, donc je vais passer sur les corps genouillés avec les différentes couches, où on a des projections très spécifiques. Tout ça, je vais passer. Et je vais aborder maintenant le traitement de l'information au niveau cortical, parce que ça, c'est tout à fait passionnant. On arrive dans une histoire où on remonte aux années 70, et vous aviez Hubel et Wiesel qui étaient avec leur chat, en train d'enfoncer des électrodes dans le cortex occipital du chat, dans la calcarine, et puis ils étaient en train de leur montrer des images fixes, alors soit avec des bandes verticales, des bandes un petit peu obliques, etc. Et puis ils enfonçaient de la surface à la profondeur perpendiculairement au cortex. C'est très important parce que, ils ont eu le prix Nobel pour ça, parce qu'ils ont démontré qu'au-delà de couches horizontales, lame 1, lame 2, lame 3, enfin les couches 1 à 6 du néocortex, il y a en plus des colonnes verticales à l'intérieur du cortex qu'ils ont donc mises en évidence. Et on va voir tout ça. Alors, la terminaison des voies optiques se fait sur la scissure calcarine, face interne du lobe occipital. Et donc, c'est l'aire de Brodmann, l'aire 17, centrée sur la scissure calcarine, qui est l'aire visuelle primaire, V1. Aire visuelle primaire. Cette terminaison sur la scissure calcarine, sur les deux berges de la scissure calcarine, elle est organisée. Elle est organisée et donc selon une rétinotopie. C'est-à-dire que chaque point du champ visuel se termine à un endroit précis de la calcarine. Vous allez voir que c'est intéressant sur le plan clinique. Et je crois que j'ai mis dans cette diapo un schéma pas très joli, mais qui vous permet d'avoir une idée. Vous avez là-haut un champ visuel. Voilà ce que le sujet y voit. Vous avez toute la vision maculaire au centre. C'est la vision dans le centre de l'œil, une vision précise, vision des couleurs, etc., la vision maculaire. Bon. Et puis, après, vous avez la vision périphérique, et là, vous avez les cadrans visuels, cadran visuel, temporal, nasal, etc. Donc, c'est en cadran. Bon. Quand vous regardez ces points de la rétine, et quand on stimule, eh bien, on s'aperçoit que ce que vous allez retenir, premièrement, vous avez bien sûr une organisation, je dirais, latérale homonyme, c'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout de 2 ou de 4 sur ce côté, il n'y a que du 1 et du 3. C'est-à-dire que c'est toute la moitié gauche ou toute la moitié droite. C'est une projection latérale homonyme. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est les hémichamps latéraux homonymes qui se projettent ici, sur le cortex. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la partie postérieure reçoit la vision maculaire. Pourquoi je souligne ça? Parce que on est en arrière, on est au pôle occipital.
Et quand vous avez un accident vasculaire cérébral, une ischémie, de temps en temps, l'ischémie n'est pas complète et elle va préserver la partie postérieure de la calcarine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous reste? Vous avez perdu toute la vision périphérique et il ne vous reste que la vision maculaire, celle qui est dans l'axe optique. Et on a une véritable vision tunnelaire. Le malade voit très très bien juste dans l'axe optique et il a perdu toute la vision périphérique. Ça, c'est lié au fait qu'il existe une rétinotopie où la vision maculaire est très postérieure et parfois elle peut être préservée dans certains accidents ischémiques. Bien sûr, de l'artère cérébrale postérieure, évidemment. Hein, c'est le territoire de cette artère. Voilà. Alors, maintenant, l'R17, la fissure calcarine, c'est bien. Bon, ok, tout le monde sait, enfin tout le monde, hein. La vision, c'est l'R17, point final, c'est du B à bas. Mais ça ne sert à rien tout seul. Car vous allez voir que dans cette histoire, il y a une véritable collaboration de plusieurs lobes ensemble pour arriver à la connaissance visuelle, à la gnosie visuelle complète, et on va voir comment ça se passe. Donc, tout d'abord, au niveau de l'aire visuelle, réception, et je vais vous montrer juste après que dans cette aire, comment on trie les informations. On va le voir après. À partir de là, on a deux courants visuels. Premièrement, un courant qui va traiter donc le mouvement. Le mouvement. Ça, c'est un courant dorsal. Pourquoi? Parce que partant de la scissure calcarine, les informations qui donnent des indications sur le mouvement vont être traitées au niveau du carrefour temporo-pariéto-occipital. Donc on va vers le lobe pariétal, dans le lobe pariétal, hein, dans ce carrefour, qui est une aire associative, hein, on avait vu ensemble. J'ai dit il y a deux aires associatives, une en avant, le préfrontal, une dans le carrefour, plus l'aire associative limbique, hein, qui est à la face interne. Hein. Et bien là, effectivement, ce flux d'informations qui vient des cellules ganglionnaires très particulières, puisque ce sont des cellules qui réagissent très vite, mais par contre ont des champs récepteurs un petit peu larges, et donc ne permettent pas d'avoir une image précise. Hein, mais envoie des informations de mouvement. Et ces informations vont être bien mises à part dans le courant, dans le flux afférent, et arriver en haut au cortex pariétal. Détection du mouvement. Dans certaines affections du lobe pariétal, les sujets peuvent tout d'un coup avoir la perte de la perception du mouvement. C'est pas fréquent, moi j'en ai jamais vu, hein, mais bon, ça existe. Et ce sont des gens qui sont, paraît-il, assez gênés, parce que tant que ça bouge pas, ils voient bien. Donc il y a une personne devant eux, il y a un objet, enfin peu importe, ils voient tout. Tout d'un coup, la personne s'en va, se déplace, et là il la voit plus. Alors qu'elle est encore dans son champ, mais elle est en mouvement, et tout ce qui est en mouvement, il n'arrive plus à les percevoir. Bon, c'est assez désagréable comme genre de problème. Voilà. Autre courant, c'est un courant ventral. C'est le courant qui va permettre d'analyser la scène. Analyse de la scène. Ce courant ventral a pour cible le cortex inféro-temporal. Ici, on part déjà de cellules ganglionnaires qui, elles, vont réagir beaucoup plus lentement, donc sont incapables de détecter les mouvements, mais par contre auront des champs récepteurs beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, et vont permettre d'envoyer ces informations analytiques sur la couleur, la forme, la position, etc. Donc ce véritable courant analytique vers la région inférieure du lobe temporal. Il s'avère que les malades qui ont des lésions inférotemporales vont avoir des troubles de la reconnaissance, et notamment de la reconnaissance des visages, ce qu'on appelle la prosopagnosie. La prosopagnosie. Prosopagnosie. Eh bien, c'est un trouble de la reconnaissance des visages.
Alors vous leur montrez la photo du président de la République, du cousin, du frère, du père, du voisin, ou de je sais pas qui, quelqu'un c'est connu, il reconnaît pas. Même de la famille. Trouble de la reconnaissance des visages familiers. D'accord? Et ça, c'est lié à des atteintes inférotemporales, où on a tout ce courant visuel qui est traité. Voilà. Alors regardons comment, au niveau de l'ère 17, lorsque les informations arrivent de l'œil, il y a un traitement cortical qui va s'opérer. Regardons ensemble l'ère 17. On est dans l'ère 17, l'ère visuelle primaire, ère visuelle primaire égale l'ère 17. On est au niveau de la scissure calcarine. Au niveau de la scissure calcarine. C'est bientôt fini. Hein. Alors, vous avez un cortex normal, un néocortex. 6 couches. Couche 1, couche 6. D'accord? C'est pas n'importe quel cortex. C'est un cortex récepteur. Donc c'est un cortex qui est couche 4, énorme. C'est un cortex granulaire. Vous voyez? Couche 4, absolument énorme. Et là, effectivement, dans la couche 4, on a toutes les afférences, les radiations optiques qui arrivent et qui envoient leurs informations sur la couche 4. Bon, c'est normal. C'est la couche qui reçoit les infos. Et puis au-dessus, on a des couches très particulières. Alors en dessous, on va laisser tomber là les... Alors que se passe-t-il dans les couches supérieures? Premièrement, lorsque Hubel et Wiesel ont enfoncé leurs électrodes, ils se sont aperçus que s'ils mettaient une électrode à un endroit, sur une certaine surface, eh bien, on recueillait des informations d'un seul œil. Donc ce sont ce qu'on appelle des colonnes de dominance oculaire. Ici, vous avez une colonne de dominance oculaire, par exemple pour l'œil droit. Normal, parce que vous avez vu dans le chiasma, il y avait croisement des fibres nasales, et donc vers un hémisphère, vous avez toujours des informations de l'œil homolatéral, d'origine temporale, et de l'œil contralatéral, d'origine nasale. Donc c'est normal que dans un hémisphère, on ait les deux yeux représentés. Et c'est pour ça qu'on a des hémianopsies. Donc ici, vous avez une colonne de dominance, par exemple, œil droit, et ici, vous avez une colonne de dominance oculaire qui ne traite que de l'œil gauche. D'accord? Maintenant, beaucoup plus finement, à l'intérieur de la colonne, lorsque les électrodes tombent sur certaines régions, qu'on appelle des blobs, eh bien, ce sont des cellules qui vont répondre à la couleur. Alors, les blobs, comme on les a trouvés, il y a eu des réactions, on fait de l'histochimie, on recherche la réactivité donc à la cytochrome oxydase, bon, peu importe, et on s'aperçoit que ces cellules qui ont les mêmes caractéristiques sont groupées, un blob c'est un groupe, hein, c'est un petit bloc, eh bien ces blobs répondent à la couleur. Donc il y a ici des informations qui sont ségrégées, il y a une véritable différenciation, et qui vont aller sur les neurones des blobs pour traiter la couleur. Par contre, lorsque l'électrode, elle est entre les blobs, eh bien là, on est dans des colonnes d'orientation. Colonnes d'orientation. C'est-à-dire que vous avez des colonnes qui répondent pour un stimulus qui est oblique à 10 degrés, à 90 degrés, etc. Hein, l'orientation du stimulus. C'est ça qui va permettre de décrire la scène plus finement. D'accord? Donc, dans les blobs, la couleur, entre les blobs, l'orientation, des colonnes d'orientation. Et le tout dans une métacolonne qui, elle, est pour l'œil droit ou pour l'œil gauche. C'est une colonne donc de dominance oculaire. Colonne de dominance oculaire. Voilà. Voyez donc que quand vos radiations arrivent dans l'ère 17, l'ère primaire, eh bien là, il y a déjà une ségrégation des informations depuis l'œil qui arrivent, qui sont traitées à part par des groupes, des colonnes cellulaires à part, et qui vont permettre de dispatcher l'information soit vers le lobe pariétal, soit vers le lobe temporal, y arriver à une bonne perception. Des systèmes extraordinaires, hein, et qui sont très très fins.
Alors je rentre pas dans plein de détails, hein, évidemment, après on peut aller beaucoup plus loin, et voilà, en fait, in fine, tout le schéma depuis l'œil, hein, mais c'est ce qu'on vient de faire, hein, c'est la même chose, alors c'est pas grave, je vous le montre, mais ici vous avez des cellules ganglionnaires dans l'œil, les cellules ganglionnaires qui sont lentes, mais précises, lentes mais précises, voilà, hein, et les cellules qui sont rapides, avec des champs récepteurs qui sont pas très bons. Voilà. Alors, ces cellules qui sont rapides, vous voyez que les courants qui véhiculent ces informations de couleur ou des informations de mouvement, hein, c'est des courants très différents, même au niveau du corps genouillé. On aperçoit, par exemple, dans le corps genouillé, c'est des portions différentes, à petites cellules ou à grandes cellules, bon, vous n'allez pas apprendre ça par cœur, c'est pas grave, qui vont traiter, c'est des neurones différents, qui traitent, donc on a bien cette notion de courant de traitement, hein, très spécifique, selon les modalités qui sont transmises jusqu'au cortex, et ça, depuis la rétine. Alors ici, on voit le corps genouillé, ça c'est le thalamus, corps genouillé, hein, et puis dans le cortex, V1, on voit dans les blobs ou entre les blobs, hein, etc. Ça monte et on arrive au cortex pariétal ou au cortex temporal. Donc soit c'est le mouvement, soit c'est la couleur. Mais l'idée c'était de vous dire tout ça, c'est très organisé. Hein, et c'est donc facile à désorganiser. C'est pour ça qu'on a des prosopagnosies, c'est pour ça qu'on a différents troubles liés de la vision, mais liés à l'atteinte de lobes différents, hein, et pas uniquement le lobe occipital. Attendez, en 2 secondes, juste, mais ça, ouais, puis vraiment 2 secondes. Et c'est la dernière diapo. C'est juste pour vous dire que, en plus de la vision, il y a de l'oculomotricité. Hein. Ce que je vais juste retenir, c'est que le noyau du 6, hein, le nerf 6, c'est le nerf de l'horizontalité, d'accord, et que le 3 et le 4, c'est au milieu, c'est surtout la verticalité. Bon. Donc le problème, c'est que pour faire un mouvement horizontal harmonieux, il faut synchroniser l'activité du 6 et l'activité du 3. Mais, par exemple, ici, de l'œil gauche, hein, ou de l'œil droit, enfin peu importe, avec l'œil contralatéral. D'accord? Donc il faut synchroniser les 2 yeux contralatéraux, hein, l'œil droit et l'œil gauche, grâce à un dispositif. Le voici. Premièrement, 1. J'ai la commande motrice. Commande motrice au niveau du cortex. Elle va commander le 6. Bon, en fait, il y a un petit noyau à côté, mais là, je reste très global. Hein. C'est la réticulée qui est à côté qui s'en occupe. Elle commande le 6. Le 6, lui, entraîne un mouvement d'abduction, par exemple ici, de l'œil droit. Abduction de l'œil droit. Et puis, en même temps, vous avez une voie qui remonte et qui croise la ligne médiane. Cette voie, c'est le faisceau longitudinal médial. Ce faisceau longitudinal médial associe le 6 avec le 3. Quand le 6 se met à décharger, le 3 de l'autre côté, le 3 contralatéral, va alors décharger. Et c'est donc ici une adduction A2D de l'œil opposé, de l'autre œil. Donc on va bien synchroniser quand un œil se met en abduction ABD, l'autre œil se met en adduction A2D. Et ce lien, cette voie qui remonte entre le 6 et le 3, le faisceau longitudinal médial, peut être lésé notamment dans la sclérose en plaques, où la plaque de démyélinisation arrête la conduction de ce faisceau,
Et au moment où vous demandez au malade de faire un mouvement horizontal, il va faire le mouvement horizontal en abduction, ABD, c'est normal, le 6 il marche, mais le 3 n'est pas entraîné, donc il va rester. Et je crois d'ailleurs en avoir quand même déjà parlé, hein, et je vous avais dit, pour être sûr que c'est pas une paralysie du 3, on va faire un réflexe de convergence qui, cette fois-ci, marche bien, il montre que le nerf 3 et le muscle droit interne marchent. Et donc, à ce moment, c'est simplement l'association. Eh bien, cette affection, c'est l'ophtalmoplégie internucléaire qu'on retrouve parfois, même c'est assez fréquent, hein, dans la sclérose en plaques. Voilà. Merci.